Aujourd'hui, nous accueillons une figure de référence dans le domaine de l'analyse économique et précisément de l'économie des matières premières. Il est actuellement professeur d'économie à Mines, Paris Tech et Paris Dauphine où il dirige chaire Finance et Développement durable. Il est également membre fondateur de l'Académie des technologies, membre du conseil scientifique d'EDF et d'Orange et membre également du conseil d'Arriva. Donc, Monsieur Pierre-Noël Géraud, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, vous avez récemment publié un nouveau bouquin sur l'économie des matières premières dans lequel vous traitez des problématiques controversées dans le domaine et où vous assurez un certain équilibre fin et très recherché entre la composante théorique nécessaire pour un académicien et également une approche pratique qui traite des questions contemporaines. Donc, en premier lieu, vous faites certaines nuances très intéressantes entre les notions de commodité, produits de base et matières premières qui sont souvent assimilées à une seule notion par un lecteur. Donc, quels sont les points de convergence et de divergence entre ces notions-là? En fait, c'est très proche. On doit appeler matière première la première forme sous laquelle apparaît un produit extrait ou produit par la nature. Par exemple, du calcaire pour faire du ciment, ça va être une matière première pour faire du ciment. Vous voyez. Le produit de base, il y a une définition qui a été donnée par l'ONU dans les années 50. Le produit de base, c'est la première forme sous laquelle les matières premières, éventuellement transformées sur place, voyagent dans le commerce international. C'est-à-dire le produit de base, c'est quelque chose qui prend le bateau, en gros, en grande quantité. Alors, par exemple, le pétrole est un produit de base, le minerai de fer, les céréales sont des produits de base. La commodité, ça ajoute 1 degré de transformation supplémentaire. Une commodité, c'est un produit standardisé, dont les qualités sont parfaitement bien définies. Par exemple, le pétrole brut n'est pas une commodité, parce qu'il y a des différences de qualité entre les pétroles de différentes origines. Mais une fois qu'on a raffiné le pétrole, le kérosène ou l'essence ou les fuels domestiques, ce sont des commodités. De même, les minerais de fer, ce n'est pas une commodité au sens strict, parce qu'il y a différentes teneurs, qualités. Par contre, l'acier, c'est une commodité. Les minerais de cuivre, c'est plutôt un produit de base. Le cuivre raffiné, c'est standardisé, c'est une commodité. Alors, ce qui est le plus intéressant économiquement, c'est justement les commodités, parce que comme ce sont des produits standardisés en petit nombre, eh bien, les marchés de commodités ont des caractéristiques particulières. Parfait. Donc, vous avez également explicité la notion de cycle productif. Donc, comment vous la définissez? En quoi ce cycle diffère d'une matière première à une autre? Le cycle productif, parler de cycle productif, c'est simplement prendre conscience de ce que l'activité productive de l'humanité part de la nature et retourne à la nature. Au départ, il y a des ressources naturelles, avec 2 grands types de ressources naturelles, les ressources épuisables comme les minerais, et les ressources renouvelables comme les sols qui produisent la biomasse, les forêts ou la biomasse naturelle, donc les sols qui produisent la biomasse cultivée et la biomasse naturelle, les poissons, les forêts primaires, etc. Donc tout part des ressources. On applique à ces ressources du travail, du capital. On produit un petit nombre de commodités, dont on vient de parler, et à partir de là, le système productif se diversifie. À partir de ces commodités, on produit tout le reste, tout l'ensemble des biens et services qui font l'objet des consommations finales, ce qui produit des déchets, et ces déchets sont à leur tour soit recyclés, soit ils sont rejetés dans la nature, qui les recycle elle-même. Donc il faut bien concevoir la production humaine comme un cycle pris dans des cycles naturels. C'est ça la notion de cycle productif. Alors ensuite, quand on trace chaque ressource et chaque commodité, évidemment, on a des cycles différents parce qu'il y a des commodités qui sont recyclables et énormément recyclées. Par exemple, le platine. Le platine, il est à 95% ou plus recyclé. C'est-à-dire que le platine qui, à chaque cycle, vient des mines de platine ne représente que 5% de la consommation de platine. En revanche, le pétrole, il n'est pas recyclé puisqu'on le brûle. L'acier, il est à peu près à 50% recyclé.
Voilà. Donc il y a un cycle d'ensemble qui fait que quand on s'intéresse à ces questions, évidemment, on doit s'intéresser à une question centrale qui est est-ce que notre manière de consommer les ressources naturelles est soutenable, parce que tout ça est pris dans un cycle naturel qui a ses contraintes. Et puis ensuite, chaque commodité elle-même, en effet, a un cycle particulier qui dépend du caractère plus ou moins substituable par d'autres de cette commodité et qui dépend de son caractère plus ou moins recyclable. Parfait. Donc, vous avez également traité au niveau de votre bouquin la question du supercycle qui s'est déclenché durant le début de la décennie 2000 et dont le signe de redressement se sont manifestés. Donc, comment traitez-vous ce phénomène dans votre bouquin et pensez-vous que les prix des matières premières sont généralement tirés par des facteurs en commun ou bien chaque marché a ses propres spécificités? Bon, alors, on a parlé de supercycle des matières premières quand on a constaté une envolée des prix à partir du début des années 2000 qui a touché tous les marchés, aussi bien les commodités d'origine minérale que ce qu'on appelle en anglais les soft commodities, c'est-à-dire les commodités d'origine agricole. Et en effet, comme vous l'avez dit, ce cycle semble s'être retourné. Il y a eu d'abord un accident qui a correspondu à la crise de 2008, avec une forte récession qui a entraîné vers le bas les prix des commodités, puis une reprise, et puis de nouveau, à partir de l'été 2014, une stagnation ou une baisse. Bon, ce phénomène cyclique des prix des commodités sur plusieurs années est un phénomène qui s'explique très très bien et qui, pour répondre à la deuxième partie de votre question, combine à la fois des facteurs communs à toutes les commodités, qui sont les facteurs de demande. On sait très bien que la raison pour laquelle les prix des commodités ont augmenté dans les années 2000, c'est qu'il y a eu une demande chinoise plus forte que prévue, qui n'avait pas été anticipée. Donc ça a engendré une saturation des capacités de production et donc des prix qui ont augmenté. Mais bien sûr, l'augmentation des prix a provoqué des investissements dans de nouvelles capacités de production, de nouvelles terres, de nouvelles usines, de nouvelles mines. Et donc la capacité à rattraper la demande. Et comme la demande chinoise, d'une manière générale mondiale, se ralentit justement depuis les années 2013-2014, eh bien, ça entraîne une chute des prix. Jusqu'à ce que, sous l'effet de cette chute, les investissements ralentissent, que la demande, elle, continue, parce qu'il n'y a pas que la Chine qui émerge. Et, par exemple, demain, le grand défi, c'est l'émergence de l'Afrique, qui aura besoin d'énormément de matières premières, et ça relancera les prix dans une phase haussière. Ce mouvement de longue période cyclique des prix des matières premières s'explique très bien et nous continuerons à connaître ce genre de cycle. Là, une autre question est de savoir si la tendance à travers les cycles est plutôt à la hausse ou à la baisse du prix des matières premières issues des ressources naturelles. C'est une autre question. Et là, la réponse ne peut pas être générale. C'est-à-dire que pour certaines matières premières, va s'exprimer la rareté finalement de la ressource, et donc les prix en tendance pourraient augmenter. Et pour d'autres matières premières, au contraire, il y a d'abondantes réserves et ressources. Et le progrès technique, en plus, n'a pas encore dit son dernier mot, et donc il n'est pas exclu que la tendance des prix soit plutôt à la baisse. Voilà. Ça, c'est une analyse qu'il faut faire cas par cas, matière première par matière première, parce que c'est la tendance générale des prix, au-delà des fluctuations, dépend d'une combinaison entre la rareté plus ou moins croissante de la ressource, d'une part, et d'autre part, le progrès technique. Et la combinaison de ces deux forces donne la tendance. Jusqu'à présent, la tendance, si vous voulez, sur plusieurs dizaines d'années, du prix des commodités, tant agricoles que minérales, a été la baisse. Parce que le progrès technique, en fin de compte, a abaissé les coûts de production et qu'on a toujours trouvé suffisamment de ressources pour satisfaire une demande pourtant fortement croissante. Mais la question se pose de savoir s'il en sera toujours ainsi. La réponse dépend des commodités.
Donc, par rapport à la problématique de la volatilité qui est intimement reliée à la question des matières premières, pourquoi, sur le plan théorique, la volatilité est inhérente au marché des matières premières? Eh bien, ce qui est intéressant dans les marchés alors, de commodités, là, c'est-à-dire de matières premières standardisées, en particulier à partir du moment où la matière première est standardisée, où c'est une commodité, on peut fixer son prix sur une bourse, puisque tout le monde sait ce qu'il achète, hein, donc on peut passer des ordres d'achat du monde entier, et la bourse de commerce va centraliser ces ordres d'achat, de vente et produire un prix. D'une certaine manière, c'est un marché parfait, à très grand nombre au sens de la théorie économique. Un marché concurrentiel. En général, il y a un très grand nombre de producteurs, un très grand nombre de consommateurs, le produit est unique, standardisé, le prix se forme sur une bourse. Bon. Eh bien, on peut expliquer pourquoi un marché parfait comme ça, s'il est concurrentiel, naturellement, structurellement instable. Et j'ai déjà évoqué les raisons tout à l'heure. C'est que comme il est impossible d'anticiper parfaitement la demande, comme développer de nouvelles capacités de production, ça prend plusieurs années. À la limite, dans le cas de l'agriculture, ça prend 1 an. Mais si on voit que le prix du blé s'est envolé et que la demande de blé augmente, il faut attendre l'année suivante pour semer plus de blé, vous voyez, pour pouvoir augmenter la production. Donc il y a toujours un délai pour augmenter la production. Donc, nécessairement, un marché de commodités compétitif passe par 2 stades. Soit un stade où les capacités de production existantes sont supérieures à la demande, c'est la guerre des prix entre producteurs et les prix sont bas. En fait, on peut montrer, on peut expliquer économiquement que les prix à ce moment-là s'établissent au niveau des coûts marginaux en termes économiques, cash cost en termes opérationnels des opérations marginales, c'est-à-dire les plus chères, mais uniquement leur cash cost, pas leur coût complet. Donc des phases de très forte compétition avec guerre des prix où des prix sont bas. Pendant ce temps-là, il n'y a aucun investissement parce que les prix sont trop bas, il n'y a aucune incitation à augmenter les capacités. Donc on n'investit pas, au contraire, les capacités peuvent diminuer, par épuisement, dégisement par exemple. Et puis la demande, elle, tout d'un coup, devient supérieure aux capacités. Donc là, les prix s'envolent. Donc deuxième stade, des prix très hauts, ce qu'on appelle des fly-up, sur les marchés de commodités minérales, où les prix sont nettement plus élevés que le coût de développement de nouvelles capacités, ce qui incite au développement de ces nouvelles capacités, qui se développent en quelques années, arrivent tout en même temps sur le marché, créent une surcapacité, et hop, on est reparti dans une phase de cours bas. Bon, ça c'est pour, disons, les tendances, les évolutions des prix sur plusieurs années. Maintenant, quand il y a une commodité cotée sur une bourse de commerce pour les transactions sur la commodité elle-même, il est très facile, et ça se fait, de développer des marchés dérivés, qui sont des marchés financiers, de contrats futures ou d'options. Et ces contrats sont échangés entre des opérateurs qui ne sont pas nécessairement des opérateurs sur le physique. En particulier, il y a des spéculateurs qui interviennent sur ces marchés. On peut montrer que c'est une bonne chose parce que les spéculateurs achètent les risques que d'autres veulent vendre. Il y a des gens sur les marchés dérivés qui veulent se couvrir contre des risques de prix. Et donc, il faut qu'en face, il y ait des gens qui acceptent de prendre des risques de prix. C'est la définition de la spéculation. L'existence de ces marchés dérivés accroît la volatilité des prix. Mais la volatilité à l'intérieur d'une même journée, d'une même semaine, éventuellement d'un même mois, mais n'affecte pas, à mon avis, les tendances des prix sur plusieurs années, qui, elles, sont gouvernées, ces tendances des prix sur plusieurs années, par les déséquilibres périodiques entre capacité de production et demande. Voilà. Mais c'est une question très ouverte que celle des effets de la financiarisation. Donc c'est ça, donc vous êtes d'avis que la financiarisation, en fin de compte, n'est pas vraiment un effet amplificateur à long terme sur de la volatilité. Oui, je suis de ceux qui pensent que, certes, le développement
des marchés dérivés de commodités, qui permettent à un très grand nombre d'acteurs d'intervenir sur le marché. Finalement, de faire des paris sur est-ce que le blé va augmenter, est-ce que le pétrole va baisser, etc. Donc cette forte augmentation du nombre des acteurs que permet la financiarisation des marchés amplifierait certainement les fluctuations que j'appelle de court terme, crée même des petites fluctuations qui peut-être n'existeraient pas sans eux, mais n'a pas d'effet sur la tendance des prix sur plusieurs années. Pourquoi? Parce que finalement, si on analyse les choses d'un peu près, on s'aperçoit que les acteurs dits financiers, les fonds de retraite qui investissent dans les matières premières à long terme, ou les hedge funds qui investissent dans les matières premières, mais beaucoup plus dans un but de plus-value à court terme, ces gens-là, en fin de compte, premièrement, ne sont pas plus mal informés que les opérateurs sur le physique. Et deuxièmement, ont le même comportement. Ils cherchent à optimiser leurs profits. Donc finalement, ce qu'on appelle la financiarisation des marchés, c'est simplement le fait que de plus en plus d'acteurs économiques diversifiés et différents donnent leur avis sur les prix et leur évolution future. Bon. Donc la question, c'est si sur un marché, il y a plus d'intervenants et en plus d'intervenants différents, est-ce que ça travaille à la stabilisation des prix de ce marché ou au contraire à leur amplification? Bon. C'est une vraie question. Il y a là-dessus des attitudes, des thèses différentes soutenues par les économistes. Certains, comme Milton Friedman, parmi les premiers, s'est exprimé clairement sur cette question, pensent que sur un marché quelconque, plus il y a d'acteurs et plus ils sont différents, plus le prix est stable. Parce que finalement, il y a des opinions, des anticipations très diverses qui s'expriment et qu'elles se neutralisent, et le prix médian qu'on obtient est un prix d'autant plus stable qu'il y a plus de gens qui donnent leur avis. Voilà, ça c'est une première thèse. Donc, selon eux, la financiarisation des marchés, en permettant à tout le monde d'exprimer ses anticipations sur l'évolution du prix du café, du pétrole ou des engrais phosphatés, où il n'y a pas de marché dérivé pour l'instant, cette augmentation du nombre des acteurs serait stabilisante. Mais pour d'autres économistes, dont Roger Guenry par exemple, à la suite de Keynes, eh bien, le fait qu'on soit beaucoup plus nombreux favorise le mimétisme, les comportements moutonniers, c'est-à-dire que la masse cherche à deviner ce que va faire la masse, et que ceci peut entraîner justement des bulles spéculatives qui n'existeraient pas sinon. Voilà. C'est très difficile de trancher empiriquement entre ces deux thèses. Celle qui dit plus on est nombreux, plus c'est stable, et celle qui dit non, plus on est nombreux, plus c'est instable. Néanmoins, les études empiriques qu'on a pu faire laissent penser que, en tout cas, sur le long terme, c'est-à-dire l'évolution des prix sur plusieurs années, les marchés financiers n'ont pas d'influence. Et ce sont par conséquent ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire en fait les flux physiques de production, de consommation et les variations de stock qui sont les éléments déterminants pour l'évolution en longue période des prix. Donc, au-delà de la solution marché financier qui permet généralement aux acteurs de se couvrir et en fin de compte de diminuer la volatilité, qu'est-ce que vous proposez comme alternative, que ce soit d'un point de vue producteur ou consommateur? Eh bien, quand il n'y a pas de marché financier, la fonction des marchés financiers de matières premières, au départ, c'est de permettre à ceux qui sont engagés sur le physique, c'est-à-dire qui le produisent par exemple, donc qui subissent des coûts de production avant de l'avoir vendu, donc ils prennent un risque de prix, de ceux qui consomment cette matière première, qui eux l'achètent et donc la payent pour la transformer avant de l'avoir vendue aussi. Et puis les négociants qui sont entre les deux, qui l'achètent à un point A de la planète et qui la vendent un peu plus tard à un point B de la planète, tous ces gens-là prennent des risques de prix.
et ils veulent avoir envie de se couvrir. Bon. Ils peuvent avoir envie de se couvrir. Les marchés financiers ont cette fonction. Alors, quand il n'y en a pas, eh bien, si par exemple, il y a eu 2 tentatives ratées d'introduction d'un contrat future sur le DAP, un des principaux engrais, phosphaté, qui contient l'élément phosphate et l'élément nitrate. Il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, un producteur de DAP ou un grand consommateur de DAP, une grande coopérative qui achète du DAP pour le distribuer à des fermiers, ne peut pas se couvrir contre les fluctuations de prix. Alors ce qu'on peut envisager, c'est que le producteur de DAP, face à un client qui ne veut pas prendre de risque de prix, eh bien, fasse avec lui un accord commercial spécifique où c'est le producteur qui assure une certaine stabilité des prix à son client. Voilà. Alors, calculer comment? Sur une moyenne des prix observés sur le passé, par exemple. Mais le client doit s'attendre à ce que, si on lui propose un contrat avec un prix relativement stable, ce prix va être en moyenne un peu supérieur au prix de marché, parce que d'une certaine manière, on lui vend un service de stabilité. Et que c'est le producteur qui assume le risque de prix à la place du client. Donc c'est normal que ce service soit rémunéré. Voilà, donc en fait c'est ça les 2 alternatives, c'est-à-dire que soit la possibilité de se couvrir est assurée par des instruments financiers, avec des marchés liquides qui fonctionnent correctement, soit cette fonction peut être proposée par certains producteurs à certains de leurs clients. Ok, donc vous avez évoqué la question du ralentissement de l'économie chinoise, son effet sur la baisse des prix des matières premières, mais certains économistes estiment que cet effet-là a été surestimé. Donc, dans quelle mesure vous adhérez à ce point de vue et comment les facteurs de long terme se conjuguent pour expliquer cette tendance? La question de la demande, et donc la question de la demande chinoise, n'est qu'une partie de la question. Parce que les fluctuations des prix viennent du décalage temporel entre les évolutions de la demande, d'une part, de la demande de consommation, et les évolutions de la production. Bon. Donc la demande chinoise, c'est juste un aspect du problème. L'autre aspect du problème, c'est que cette demande chinoise, n'ayant pas été anticipée dans les années 2000, on n'avait pas suffisamment investi, et qu'ensuite, face à l'augmentation des prix, on a trop investi, surinvesti, ce qui nous a fait basculer dans la deuxième partie du cycle, la partie descendante, où il y a de surcapacité. Donc, si vous voulez, c'est à la fois les évolutions de la demande, dont en particulier la demande chinoise, je dis en particulier, mais aussi les évolutions de l'offre. Bon. C'est pareil pour le pétrole. C'est pourquoi le prix du pétrole baisse. Ce n'est pas simplement parce que les Chinois en consomment moins. Enfin, disons que le taux de croissance de la consommation chinoise se ralentit. C'est aussi parce qu'il y a eu des investissements très importants dans le pétrole conventionnel et surtout dans le pétrole de schiste, de roche mère, qui ont fait augmenter la production. Voilà, c'est le déséquilibre quasi permanent entre la production, les capacités de production en place qui résultent d'investissements avec un délai de plusieurs années. Donc, le déséquilibre entre les capacités de production existantes d'une part et la demande d'autre part qui crée les fluctuations. Ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer ça uniquement par un côté ou par l'autre. C'est la combinaison des deux. Donc, je suppose que vous n'êtes pas du même avis des économistes qui parlent du fait que les marchés des matières premières se sont établis à un nouveau point d'équilibre avec des prix qui devront rester inférieurs. Je ne suis pas... si la thèse que vous évoquez, c'est que les prix actuels au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en début juin 2016, sont de nouveaux prix d'équilibre qui vont s'établir à ce niveau pendant plusieurs années, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore le dire. Parce que pour certaines commodités, il est possible que le prix descende encore et que le nouveau prix d'équilibre
de la phase basse de guerre des prix soit encore plus bas. Par exemple, si on prend le nickel ou le cuivre, il n'est pas sûr qu'on ait atteint un nouveau prix d'équilibre bas. Pour ça, il faudrait que le prix soit descendu à un niveau tel qu'il oblige certaines capacités excédentaires à fermer et qu'il rétablisse l'équilibre entre les capacités qui produisent et la demande. Dans le cas du pétrole, par exemple, je pense qu'entre 30 et 40 dollars, on a un prix qui n'est pas un prix d'équilibre. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, il va y avoir aucun investissement dans le pétrole, des fermetures, il n'y a aucun investissement dans le pétrole. Il y a des fermetures de puits de pétrole de grosse mer, parce que ces puits-là, quand on les ouvre, ils produisent pendant 2 ans et ensuite on les arrête, donc on n'investit plus du tout. Donc à ce prix-là, les capacités vont passer en dessous de la demande. Donc le vrai prix d'équilibre du pétrole, il se situe certainement entre 40 dollars et 100 dollars, quelque part. Et justement, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que pas plus l'Arabie saoudite que le gouvernement américain ne sait vraiment quel est ce prix d'équilibre. En vérité, c'est un prix d'équilibre qui va dépendre de la part de marché que les producteurs de pétrole conventionnel à bas coût, c'est-à-dire les 5 du Moyen-Orient, quelle est la part de marché que ces gens-là, qui produisent du pétrole à 20 dollars par baril, en moyenne, veulent laisser au pétrole de schiste américain, dont les coûts, eux, sont situés entre, disons, 50 et 80 dollars le baril. Voilà. C'est ça la question. Si les 5 du Moyen-Orient veulent fortement limiter la production de pétrole de schiste américain, il faut qu'ils stabilisent les prix du pétrole, disons à 50, 60, pas plus. Mais s'ils réduisent leur production ou s'ils ne l'augmentent pas et qu'ils attendent l'augmentation de la demande et qu'ils laissent monter les prix à 80 ou 100 dollars, qui était le niveau où ils étaient avant la chute, il est probable qu'on va assister de nouveau à une forte augmentation de la production de pétrole de schiste, non seulement aux États-Unis mais ailleurs. Et donc, le cœur de l'OPEP sera obligé de fortement diminuer sa part. Donc c'est un choix stratégique pour lui. Quelle part veut-il du marché du pétrole dans les années qui viennent? Bon. Autrement dit, quelle part veut-il laisser au pétrole non conventionnel, dont le pétrole de schiste? C'est ça la question. Et selon la réponse à cette question, vous aurez le nouveau prix d'équilibre du pétrole. Je pense qu'il est au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui et il est en dessous de ce qu'il a été jusqu'en 2013. En 2013. Donc, normalement, la question des ressources naturelles ou les ressources naturelles en généralement devront être perçues en tant que bénédiction par les nations, alors qu'en réalité, plusieurs économies en développement n'arrivent pas à les exploiter pour se propulser vers un nouveau stade de croissance et de développement. Donc, comment, à votre avis, les ressources naturelles peuvent entraver la transformation structurelle des économies en question et comment, en même temps, ils peuvent servir cet objectif? Bon, c'est une question très importante et d'une grande actualité pour l'Afrique aujourd'hui. En effet, même si globalement l'Afrique n'est pas un producteur majeur de matières premières au plan mondial, un certain nombre de pays africains sont très dépendants pour leurs exportations des matières premières et le budget de l'État est lui-même très dépendant des ressources fiscales procurées par les matières premières. Or, ce qu'on constate, c'est que les matières premières dont l'exploitation pourrait être une source de développement, pourquoi? Parce que ça procure des rentes à l'État et que l'État pourrait réinvestir ces rentes dans le développement du pays. On constate que ça ne se passe pas comme ça, que toute une série de mécanismes, de dynamiques aux effets économiques et sociaux pervers se développent. Et c'est ce qu'on appelle la malédiction de la rente. Voilà. Alors, ce n'est pas une malédiction au sens strict, c'est-à-dire que ce n'est pas fatal. Il y a un certain nombre de pays producteurs de matières premières minérales
sont parvenus dans le passé et continuent à gérer la rente minière au profit du développement des pays. On peut donner des exemples aussi bien dans les pays dits du Nord, riches, la Norvège par exemple, ou l'Alaska, et dans des pays dits du Sud, comme le Botswana ou le Chili même depuis plusieurs années. Botswana et Chili sont des pays rentiers, à savoir les matières premières minérales constituent une part importante des exportations et les recettes fiscales procurées par les matières premières minérales constituent une part importante du budget de l'État. Mais ils ont mis en place des dispositifs qui font que cet argent est globalement bien utilisé pour le développement du pays. Puis il y a d'autres pays où, au contraire, la rente est privatisée en grande partie et sinon dépensée en consommation publique et non pas en investissement pour diversifier l'économie et prévoir la croissance du pays au-delà des ressources. Voilà. La chaire dont je suis titulaire à l'École des mines de Paris, qui est une chaire sponsorisée par OCP, va produire à la rentrée prochaine, la rentrée universitaire, un livre qui va s'appeler Richesse de la nature, pauvreté des nations, essai sur la malédiction de la rente minière et pétrolière en Afrique, où cette question sera abondamment documentée. Parfait. Donc est-ce que la question des malédictions des ressources est étroitement liée à la problématique de gouvernance politique? Ou bien on pourrait assister à une situation où même les pays développés, souvent considérés comme des références en matière de gouvernance, peuvent en souffrir? C'est absolument une question, et c'est même uniquement une question de gouvernance. L'USA, il y a deux problèmes pour un gouvernement dont le sous-sol est riche en matières premières. Le premier problème, c'est qui va les exploiter et comment faire en sorte que la rente soit partagée équitablement entre l'opérateur exploitant et le gouvernement. Bon, alors, une façon de régler le problème, c'est que l'opérateur exploitant soit une compagnie publique. Mais ça ne règle pas le problème de la bonne gestion de cette compagnie publique, ni même du bon partage de la rente entre la compagnie publique et le gouvernement. Hein? Bon. Mais quand c'est une compagnie privée, que le gouvernement invite à exploiter les ressources minières parce qu'il ne veut pas investir de l'argent public là-dedans, il préfère l'investir dans l'éducation, les routes, etc., à ce moment-là, il est très important que le gouvernement passe un bon contrat avec la compagnie, ne se fasse pas rouler ou ne se laisse pas corrompre, de manière à ce que la compagnie ait une rémunération normale de son capital compte tenu du risque qu'elle prend, mais que tout le reste aille à l'État. Bon. Il y a d'ailleurs des procédures volontaires de transparence sur cette question. C'est l'EITI, c'est-à-dire Extractive Industries Transparency Initiative, qui est une initiative portée par des ONG, soutenue par le gouvernement britannique, et qui vise à faire toute la clarté sur les revenus que payent les compagnies minières et pétrolières à l'État et les revenus que reçoit l'État. Ne serait-ce que ça, connaître ce chiffre, ce n'est pas le cas dans bien des pays. C'est un chiffre qui n'est même pas connu. Il devrait être quand même inscrit dans le budget public, hein, mais bon. Donc il y a un premier problème qui est le partage des rentes entre la compagnie opératrice et le gouvernement. Et puis il y a un deuxième problème lié au premier, et qui est également un problème de gouvernance, qui est l'usage des rentes. C'est-à-dire que fait le gouvernement de cet argent? Est-ce qu'il en profite pour augmenter la consommation publique, ce qui est bien à court terme, évidemment, mais à ce moment-là, que se passera-t-il quand il n'y aura plus de rente? Il faudra violemment réduire la consommation, donc il vaut mieux en fait investir cette rente dans d'autres types de capitaux que le capital naturel, dans l'éducation, dans l'urbanisation, dans la diversification de l'économie. Donc c'est entièrement des problèmes de gouvernance, et ces problèmes ne sont pas spécifiques aux pays dits du Sud. Prenez la Russie. Bon, considérons que la Russie est un État industriellement développé et scientifiquement développé.
Ben, la Russie est un État rentier. La Russie est profondément atteinte de la malédiction de la rente gazière et pétrolière. C'est un État rentier, la Russie. Donc vous voyez, le mauvais usage de la rente n'est pas réservé aux pays en développement, comme on disait, ou émergents, comme on dit aujourd'hui. Donc ma dernière question est par rapport à l'Afrique. Donc peut-on espérer qu'un jour les économies africaines peuvent déroger à la règle et arriver à diversifier davantage leur tissu économique? Bien sûr qu'on peut l'espérer. Il faut qu'elle le fasse. Je pense que sortir de la malédiction de la rente, pour un grand nombre de pays africains, est une précondition à l'émergence. Une condition de l'émergence. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est ce que d'ailleurs c'est une tendance qu'on peut voir se dessiner, c'est que les pays africains qui vont se développer, c'est-à-dire qui vont réussir à développer à la fois l'agriculture et l'industrie, sont ceux qui n'ont pas de rente. Pensez à l'Éthiopie. Hein, l'Éthiopie a l'air bien engagée sur la voie de... Je parle de l'Afrique subsaharienne. Hein, a l'air bien engagée sur la voie de l'industrialisation, avec un très fort intérêt des investissements directs étrangers des Chinois. Ce n'est pas sans rapport avec la gouvernance, et la gouvernance n'est pas sans rapport avec l'existence ou pas d'une rente dont les pouvoirs de corruption et de désordre sont très considérables. En revanche, un pays comme le Nigeria, qui était un candidat assez naturel à l'industrialisation en raison de sa population, de son niveau d'éducation, etc., le principal obstacle pour que le Nigeria devienne un pays émergent véritable, c'est la rente pétrolière et son très mauvais usage. Le Maroc est un pays qui est un peu un pays rentier, au sens où la rente du phosphate n'est pas négligeable dans le budget de l'État, mais enfin c'est quand même en proportion beaucoup moins important que dans les pays pétroliers, par exemple. Donc la dépendance du Maroc à l'égard des phosphates est beaucoup plus faible que la dépendance de bien des pays d'Afrique subsaharienne à l'égard du pétrole, du gaz ou d'autres minerais. Mais de plus, d'après une analyse qu'on a faite, cette rente est premièrement parfaitement transparente. On sait exactement quels sont les paiements de OCP à l'État. Et deuxièmement, il n'y a pas de raison de penser qu'elle est particulièrement corruptrice ou mal utilisée. Au contraire. Voilà. Donc, on pourrait ranger le Maroc dans la classe des bons élèves au sud, où on trouve aussi, je l'ai dit, le Botswana, le Chili, avec quand même cette différence qu'au Botswana en particulier, la part de la rente dans l'économie est très supérieure à ce qu'elle est au Maroc. Bon. En revanche, à côté, le voisin du Maroc, l'Algérie, c'est typiquement un pays rentier dont l'essentiel des difficultés économiques vient de ce mauvais usage de la rente pétrolière et gazière. Donc, merci, Monsieur Pierre Nouadjian, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Merci à vous.